Bienvenue sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Aujourd'hui, je suis en présence de Sophie Palibel-Marmont et Florent Béagel, les fondateurs de Homé. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlène. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui, vu votre activité. Alors, Sophie Florent, vous avez créé Homé il y a 1 an. Vous aurez d'ailleurs une boutique en juin au 56 rue Saint-Guillaume à Montpellier. Avant de parler un peu plus de votre activité, j'aimerais juste que l'on s'arrête quelques instants sur votre parcours. Sophie, toi tu es issue du monde du marketing. Tu as notamment travaillé pendant plusieurs années dans un grand groupe cosmétique. Oui, et toi, Florent, tu es issue du monde bancaire. Oui. Donc, il y a 1 an, vous décidez de quitter vos emplois respectifs pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer l'entreprise Homé, fabricant de chocolat en bean to bar. L'histoire commence réellement quelques années auparavant, lorsque toi, Florent, tu découvres le bean to bar à San Francisco lors d'un déplacement professionnel. Pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, est-ce que vous pourriez chacun revenir sur votre parcours et surtout qu'est-ce qui vous a poussé à quitter vos jobs respectifs pour le monde du chocolat ? J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un groupe cosmétique à Paris où je faisais donc du marketing, donc plus particulièrement du CRM, donc marketing client et du marketing digital. Donc voilà, avec l'objectif de recruter, fidéliser les clientes à la marque et puis animer le site e-commerce avec les marronniers et les temps forts commerciaux voilà, qu'on peut avoir dans toute une année. Et en fait, on est arrivé à Montpellier avec Florent suite à une mutation dans son travail, que tu expliqueras mieux que moi. Et en arrivant à Montpellier, on s'est rendu compte donc qu'il n'y avait pas de bean to bar qui existait à ce moment-là, donc c'était il y a quasiment 2 ans et demi. Et c'était un sujet qui nous passionnait déjà depuis plus de 4 ans, depuis qu'on s'est rencontrés. Et donc du coup, on a décidé à ce moment-là de concrétiser ce cette projet passion qui finalement. Qui était une passion, qui était plutôt un rêve. On se disait ce serait génial. Et là, on arrive à Montpellier, on a vu qu'il n'y avait rien et on s'est dit c'est l'occasion, il faut qu'on se lance là-dedans. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à quitter nos boulots respectifs et du coup à se lancer dans ce grand projet en couple. En couple, parce que vous êtes en couple dans la vie et puis en couple dans la vie professionnelle aussi. Voilà, les deux. Les deux. Florent, avant que tu parles un petit peu rapidement de ton parcours, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le bean to bar ? Alors le bean to bar, donc, c'est un chocolat artisanal qui est fait à partir de 2 ingrédients, donc la fève de cacao et le sucre. C'est un chocolat qui est fait donc, de façon artisanale, donc, avec cette méthode qu'on appelle bean to bar, puisqu'on part de la fève de cacao, qu'on source d'une certaine façon, qu'on expliquera ensuite. Et on fait toute la transformation, donc on maîtrise tout le processus de transformation de la fève de cacao jusqu'au chocolat. Et le bean to bar, la définition du bean to bar, si on la traduit littéralement, c'est de la fève, bean, à la tablette de chocolat, bar en anglais, bar, c'est la tablette de chocolat. Donc finalement, c'est réduire toute la transformation qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le chocolat. Il n'y a peut-être pas forcément de réduction de transformation, mais c'est surtout maîtriser de A à Z tout le processus de transformation de la fève de cacao pour en faire du chocolat. Et c'est un peu plus que de la fève de cacao à la tablette. Derrière, il y a toute une philosophie. Il y a une philosophie qui est celle de chercher en priorité les saveurs, la puissance aromatique de la fève de cacao. Donc pour ça, tu vas aller chercher les meilleures fèves qui existent, celles qui ont le plus de goût, celles qui ont la plus belle histoire, celles qui sont les plus rares, pour pouvoir les travailler de la meilleure façon. Le processus de transformation de la fève, il est assez long. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de variations. Environ 60% du goût du chocolat final, il est généralement lié au travail qui a été fait dans la plantation. D'accord. Donc toute la culture. Finalement, la culture et l'endroit où on va sourcer le chocolat a une importance capitale, puisque 60% quand même du goût, c'est, tout à fait, ça a un poids dans ce qu'on va déguster. Oui. Et après, tout le travail post-récolte que fait l'artisan, alors je dis l'artisan, mais plus le producteur, qui est généralement un paysan dans une région
souvent un peu reculé quand même dans le monde, qui va aller travailler justement la partie fermentation. Une fois que tu as travaillé ta fève, en tout cas tu as récolté ta fève, elle fermente avec ce qu'il y a autour, qui est le mucilage. Et puis une fois qu'elle a fermenté pendant généralement entre 3 et 10 jours, tu vas aller la porter au soleil ou alors dans des mécanismes bien particuliers. Une fois qu'elle est séchée, c'est ça qui a fait que ta fève, elle a déjà un goût qui est unique. Et ça correspond effectivement entre 50 et 60% du goût. Et après, il y a tout le travail. Elles arrivent entre nos mains. Et là, c'est à nous de bosser, où tu auras la torréfaction qui sera extrêmement importante. Donc, quand on parle de torréfaction, finalement, c'est un peu comme le café. Ouais. Puisque donc c'est le même process de torréfaction, en tout cas la même idée, la même démarche. C'est la même démarche qui est celle de sortir du côté brut, ou en tout cas du côté nature végétale du produit. Mais on va pas aussi loin que le café. Alors nous, on a la particularité de torréfier à température basse, température douce. Dans les machines, dans les torréfacteurs qu'on voit chez les torréfacteurs de café, c'est souvent des machines où on va aller torréfier à haute température, généralement au-dessus des 160, 170 degrés. On atteint et on dépasse un point de Maillard qui est un point, en fait, qui est une sorte de caramélisation du produit. Nous, on essaye souvent d'être en dessous et on va torréfier à 110 degrés, 120 maximum, pas plus. Voilà. Sinon, on a tendance à perdre les arômes et avoir un produit qui n'est pas celui qu'on recherche. Alors, dans le monde du cacao, tu as des gens qui vont torréfier à forte température ou qui vont torréfier avec des torréfacteurs de café. Nous, on torréfie avec un torréfacteur qui est un four à convection pour justement rester à un niveau de température bas et contrôlé. Voilà. Ok, finalement, le chocolat, c'est assez complexe. C'est vrai que quand on est consommateur de chocolat, on va acheter son chocolat sous n'importe quelle forme que ce soit. Et puis aujourd'hui, il y a des boutiques spécialisées ou pas. Après, ça, c'est des choix, des goûts. Mais on n'imagine pas que finalement, le chocolat, c'est aussi complexe que dès la fève, finalement, dès la culture de départ. Il y a une incidence assez forte sur le chocolat qu'on va obtenir à la fin. Donc, vous recevez du coup des fèves de cacao que vous avez sourcées et on va revenir après sur vos choix, les choix que vous avez faits justement sur tout ce process de transformation. Une fois que vous recevez les fèves, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on reçoit les fèves, c'est là où tout notre travail commence. Déjà si on veut un peu rentrer dans le détail, nous on va avoir déjà une première phase qui va être le contrôle. D'accord. Vérifier que les fèves elles correspondent bien à celles qu'on avait testées et qu'en termes de profil aromatique ce sont bien les mêmes. On va aussi aller tester l'humidité, on va les ouvrir pour vérifier la fermentation. Donc nous on a des petits tests à faire quand on les reçoit. On va aussi les trier parce que il peut y avoir des petits déchets, il peut y avoir des fèves plates, des fèves trop petites. Il faut qu'au moment de la torréfaction, nos fèves soient assez uniformes pour que du coup elles soient toutes torréfiées de la même manière et qu'il n'y ait pas justement de différence finalement ces écarts de température où certaines pourraient être brûlées ou alors à contrario pas assez torréfiées. Donc on a toute cette première phase là et ensuite effectivement on va faire donc notre torréfaction dans le four qui dure, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure selon la fève de cacao. Et donc, nous, la recette qu'on a établie en amont en faisant nos tests. Et puis ensuite, une fois que nos fèves sont torréfiées, donc on va les faire passer dans une machine qui est un cracker, qui va venir concasser la fève. On va en même temps dans cette machine avec un système d'aspiration récupérer la peau des fèves d'un côté, donc la cosse, et de l'autre côté, donc la fève concassée qu'on appelle le gruet de cacao. Et donc on va ensuite utiliser ce gruet de cacao qu'on va mettre dans nos mélangeurs, donc qui sont des machines avec des pierres qui tournent, et le gruet du coup va au fur et à mesure se passer en fait à l'état liquide.
parce que dans la fève de cacao, il y a quasiment la moitié qui est du beurre de cacao. D'accord, donc dans la fève de cacao, il y a déjà du beurre de cacao. Tu as la masse ouais, en elle-même. La masse de cacao. Et puis à côté, le beurre. Si tu sépares les deux, ça fait d'un côté la poudre de cacao et le beurre de cacao. Mais naturellement, et c'est aussi pour ça que on adhère aussi aux valeurs du bean to bar et on l'a appris de cette manière-là, c'est que on va pas rajouter du beurre de cacao. Le beurre de cacao, il est naturellement présent dans la fève. Alors ça dépend des fèves, ça dépend de tes plantations, ça dépend de là où va pousser ton cacao. Mais tu as généralement entre 40 et 60% de beurre de cacao naturellement présent. Donc quand tu vas le faire, ce que Sophie expliquait, quand tu les mets dans le mélangeur, qui est en fait des grosses meules avec qui pèsent, au total ça fait 300 kilos, 300 kilos qui viennent écraser des petits morceaux de 4-5 mm de cacao, et au fur et à mesure ça va chauffer et puis naturellement, et puis ça va donner un mélange liquide qui est ce qu'on appelle la liqueur de cacao. C'est avant qu'on mette le sucre. D'accord. Voilà. Ça c'est vraiment le cacao qui est passé à l'état liquide, c'est la liqueur de cacao. Et après plusieurs heures de ce travail-là, de cette liquéfaction du cacao, quand on va estimer qu'on est au bon tempo, on va rajouter du sucre. Et après, c'est parti pour des heures et des heures et des heures de malaxage. Donc c'est le travail finalement de ce mélange-là qu'on obtient de liqueur avec le sucre. On va le malaxer plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on veut. Et après, du coup, ça va nous donner... du chocolat. C'est du chocolat. À partir du moment où tu as la liqueur de cacao avec le sucre, ça devient du chocolat. Le chocolat, c'est du sucre et du cacao. Et c'est pour ça que nous, on est là-dessus, c'est un vrai chocolat. C'est comme ça qu'on a aussi découvert en fait le bean to bar. Oui. Un vrai chocolat, c'est 2 ingrédients, pas plus. C'est de la fève de cacao et du sucre. Voilà. Et à partir de là, tu as une palette et tu as une autoroute sur ce que tu peux faire avec, en termes de profil aromatique, en termes de goût, en termes d'expérience. C'est juste énorme. T'as pas besoin de rajouter des choses en plus, de la lécithine, du beurre en plus. Donc la lécithine, elle a pas de plus-value, d'intérêt finalement, d'en rajouter dans une tablette ou en tout cas dans du chocolat. Après, peu importe la forme que ça prend, mais on va dire qu'il y a 2 écoles, ou en tout cas plusieurs écoles. Nous, on ne fait pas partie de l'école de la lécithine. On va dire qu'historiquement, la lécithine a été rajoutée dans le chocolat. Certains les appellent les magnifières de chocolat. Ils vont apporter un côté cassant au chocolat. Donc ta tablette que tu vas prendre qui va casser, qui va être brillante, qui va être jolie, et généralement c'est issu de la lécithine. En tout cas, la lécithine va permettre d'améliorer ce processus. Ça améliore l'aspect finalement, et ça n'a pas de l'aspect, plus-value gustative. Ça n'a aucun goût. Enfin si, ça a du goût. Ça a du goût, ça a une odeur surtout, mais c'est pas ça. Enfin, tu le retrouveras pas dans ton chocolat une fois qu'il sera terminé. D'accord. Et donc finalement, de ce que vous dites, je comprends que c'est vraiment, il y a un vrai travail du chocolatier, ou l'artisan, je ne sais pas comment on peut vous qualifier aujourd'hui, je ne sais pas comment vous qualifiez, mais en tout cas, je comprends que c'est un vrai travail finalement. Alors il y a un travail de la matière, mais le travail de l'artisan, il va venir depuis le sourcing jusqu'après à tous les choix qui vont être faits de durée de malaxage, parce que je vais obtenir plutôt ça, pour ensuite travailler mon chocolat. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence finalement par rapport à d'autres types de chocolat. Bien sûr. Et en fait, ce que Sophie expliquait, c'est que tu vas avoir une recette qui sera différente entre un chocolat du Vietnam et un chocolat du Venezuela. Et bien la torréfaction sera pas la même, la durée de broyage sera pas la même, et la durée de conchage sera pas la même. D'accord. Donc un Vietnam, pour finir un Vietnam, on va, nous par exemple, on est sur des durées très longues, qui vont jusqu'à 72 heures, alors que sur un Venezuela, on va le laisser dans la machine 48 heures. Voilà. Mais on s'est rendu compte, au travers de nos recherches, que le Vietnam qu'on travaille aujourd'hui, il a un profil aromatique qui est juste exceptionnel à 72 heures de travail, alors que habituellement, on voit le pic d'arôme aux alentours des 48 heures. Voilà. Que là, on l'a porté un peu plus longtemps et on s'est dit « Ah, c'est génial !» Finalement, vous avez découvert... Voilà, on prend cette recette-là. Alors, d'autres artisans prendront une durée peut-être plus courte. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi que sur un même cacao,
et ben on a une panoplie de recettes qui est juste assez large. Parfois, tu as des concours entre artisans sur un même cacao. Et en fait, c'est celui qui... Tu vas avoir des résultats différents alors qu'on travaille la même... C'est que vraiment, chaque artisan va apporter sa touche. Et selon la méthode qu'il va employer pour transformer sa fève, et ben après, on aura des chocolats vraiment avec des goûts et des profils aromatiques différents. Donc, c'est ça aussi la richesse aujourd'hui du bean to bar, c'est que d'un bean to bar à un autre, on peut travailler la même fève, mais en fait, on n'aura pas un chocolat qui aura le même goût. Le même goût. Donc, finalement, ça rend, en tant que client, l'expérience unique. Si je vais acheter mon chocolat chez Omé, sur un cacao similaire, je ne vais pas retrouver le même chocolat chez le chocolatier du voisin, d'à côté, qui ferait finalement chacun a son interprétation. En fait, c'est une question d'interprétation. C'est une question... Nous, on a des choses qui nous plaisent dans un cacao qu'on veut retrouver dans notre chocolat final, ou inversement, il y a des choses qui nous plaisent pas mais qui plairont à un autre artisan, et puis en fait du coup on va le travailler différemment, et quand on le goûte entre nous on se dit tiens, t'as travaillé ce point-là, moi j'ai travaillé ce point-là, et du coup effectivement ça donne une palette super large et du coup pour tous les goûts, quoi. Et c'est ça vraiment enfin, en tout cas dans nos échanges précédents, et ce que moi j'ai relevé, le point différenciant par rapport, parce que des chocolatiers il y en a plein, alors des fabricants de chocolat on en voit un peu moins, parce que c'est des boutiques qui vont retravailler plutôt l'aspect du chocolat, et ils vont le fondre et pour en faire sous différents formats, pour Pâques, en tablette, etc. Mais le principal point de différence, moi, que j'ai pu relever quand on a échangé, c'est vraiment le choix que vous avez fait. Déjà le bean to bar, parce que c'est pas on n'en voit pas beaucoup finalement. Et puis tout le choix que vous avez fait dans votre engagement sur vos sourcings de produits. Je pense notamment, vous me parliez des noisettes que vous rajoutez pour faire du chocolat aux noisettes. Vous avez fait le choix de prendre un fournisseur local. Du coup, cette philosophie-là d'engagement, elle se retrouve sur tous les aspects de l'entreprise. Ouais, exactement. En fait, effectivement, là, on a parlé beaucoup de fèves de cacao, mais après, globalement, on a cette... je sais pas, cette trajectoire, cette philosophie. Cette philosophie, voilà. Cette valeur. On a cette philosophie et ces valeurs qui font vraiment partie de Omé, où on veut avoir des ingrédients, donc quand c'est possible, le plus local possible, puisque déjà nos fèves de cacao viennent quand même d'assez loin. C'est compliqué de faire du local sur du cacao. Voilà, donc du coup, à côté de ça, on veut que les ingrédients qu'on va ajouter, comme par exemple les noisettes ou d'autres ingrédients, soient vraiment le plus proche de nous. Et puis, en restant dans un peu le même cahier des charges, à savoir soit avoir des matières premières qui soient bio ou quasiment bio. Nos fèves de cacao, elles sont cultivées en agroforesterie. D'accord. Et donc c'est pareil sur les autres matières premières. On veut vraiment des matières premières qui soient de grande qualité, qui soient bonnes et saines, et qui aient aussi un goût vraiment bien présent et qui viennent apporter du coup un goût particulier à notre chocolat. Donc on est super vigilant sur tout ça. D'accord. Et en fait, on se rend compte aussi et surtout qu'autour de nous, il y a énormément... Enfin, on est en Occitanie aujourd'hui. En Occitanie, tu as une variété de produits disponibles qui est assez large. Énorme. Ouais. Voilà. Donc les noisettes, aujourd'hui, beaucoup travaillent les noisettes du Piémont. Un producteur qui fait des noisettes près de Carcassonne, qui donne un produit juste exceptionnel. C'est local. C'est super qualitatif en termes de culture. Et c'est super qualitatif. Voilà, et c'est super qualitatif. Ça coche toutes les cases finalement. Voilà, oui. Donc pourquoi aller le chercher plus loin ? Ce serait une question... Un vrai goût de noisette. Ce serait une question de coût, mais là aussi, du coup, on vient taper dans nos valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos fèves de cacao, elles valent entre 4 et 5 fois plus cher que ce que tu peux avoir de disponible sur le marché boursier. Mais d'accord. Pourquoi ? Mais parce qu'aujourd'hui, pour nous, la qualité, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont d'accord avec ça, c'est que la qualité... généralement, tu dois payer un peu pour l'avoir. Tu dois payer effectivement un peu plus cher pour l'avoir, mais ce qui se comprend, ce qui est logique, et surtout qu'en plus, quand il y a un gros travail artisanal humain, finalement, qui est
plus important, ça se paye aussi le travail. Donc c'est normal, oui. En tout cas, c'est entendable, je pense, pour les consommateurs quand c'est proportion gardée. Et je pense qu'acheter un chocolat fait avec des produits locaux, enfin en tout cas qui est travaillé avec une philosophie sur des produits locaux, sur une transformation humaine, sur une vraie philosophie avec des valeurs engagées, ça vaut plus le coup de payer un peu plus cher peut-être qu'un chocolat industriel où le prix est assez élevé, où finalement on n'est pas du tout sur les mêmes process, les mêmes engagements, etc. Donc si je comprends bien, si on achète un chocolat Omé, on achète un chocolat de qualité, où il y a une visibilité sur le parcours qu'a fait la fève ma fève de cacao. Je peux savoir où elle a été transformée, comment elle a été transformée. Et en plus, je vais déguster un produit qui est gustativement bon et qui a été fabriqué finalement à Montpellier. C'est exactement ça. Ça coche toutes les cases. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'avoir un atelier boutique dans le centre-ville. C'est pour montrer aussi toute cette partie. Donc on peut voir dans la boutique. On peut voir dans la boutique toute la transformation de la fève de cacao en chocolat. Ok. Et voilà, ça fait partie de nos valeurs aussi de transparence. Et aujourd'hui, comme on le disait un petit peu avant, le Bean to Bar est quand même assez peu connu encore en France, puisqu'il se développe vraiment depuis quelques années. Donc il y a aussi tout un accompagnement qui doit être fait auprès du consommateur pour lui dire voilà comment on fait un chocolat, et qui vienne aussi lui-même à s'interroger sur qu'est-ce que je mange, voilà, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il met dans son assiette, parce que c'est important de regarder aussi la liste des ingrédients derrière. Oui. Donc, et nous, pour l'aider à faire ce travail, on veut aussi montrer aux gens, l'idée c'est aussi qu'on fasse des ateliers, des cours, des séances de dégustation et tout ça, où tout le monde pourra venir voir ce qu'on fait, comment on le fait, et voilà, et découvrir vraiment la fabrication du chocolat. Et c'est là-dessus qu'on s'est posé et on s'est orienté vers ce choix d'atelier boutique pour avoir, de par nos expériences, on a pas mal aussi voyagé pour essayer de trouver les différents business models qu'il y avait autour de ça. Bien sûr. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect pédagogique qui était très important. Et en fait, il y avait un aspect où il fallait aller au bout des choses sur la transparence. Et donc, on s'est dit, on va faire un atelier boutique où tu peux passer du bon temps dans la boutique, mais aussi et surtout avoir une visibilité totale sur la transformation du cacao en chocolat. Donc, on se pose dans notre boutique, on vient dans la boutique, on n'est pas derrière une vitre dans un laboratoire. Le laboratoire, il est dans la boutique. D'accord. Voilà. Donc, en tant que consommateur, je peux venir acheter mon chocolat, déguster mon chocolat, et surtout voir le travail que vous faites derrière, de transformation, de travail du chocolat. Exactement. Oui, tout à fait. Ok, donc des valeurs, un engagement jusqu'au bout finalement, et des valeurs qui sont ancrées et qui sont palpables pour les consommateurs et pour tout le monde. Donc un vrai travail pédagogique, éducatif, une sacrée mission que vous vous êtes lancée là. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais une passion surtout. Une passion. C'est ça. Ouais. Ça nous passionne depuis plus de 4 ans maintenant, 4-5 ans qu'on se passionne pour le Bean to Bar. Donc effectivement, on a aussi envie de transmettre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, et puis notre passion de ce métier, de ce chocolat. Du coup, gros consommateur de chocolat dans la vie ou pas? Oui. Aujourd'hui, oui. Vous y êtes venus de fait, ouais, d'accord. Mais en fait, pour revenir un peu sur nos histoires respectives, quand j'ai rencontré Sophie, moi j'avais découvert le Bean to Bar aux États-Unis. Je suis rentré du coup en France. J'ai cherché après ça en France, j'ai pas trouvé. Je n'aimais pas le chocolat. D'accord. Forcément. Je mangeais. Ok, c'est intéressant de le savoir. Un carré de chocolat le week-end. Ouais. Et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dedans, aller chercher des chocolats un peu d'exception à Paris. En plus, on a des très très bonnes chocolateries. Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, 98% des chocolatiers ne travaillaient pas la fève de cacao. D'accord. Et donc, il y avait 2% de personnes qui bossaient la fève de cacao, mais généralement, c'était des vieilles familles, en tout cas des choses qui se transmettent
par héritage. D'accord. Et donc quelque chose d'assez gardé. Des savoir-faire qui ont 150 ans, 200 ans, et qui sont aussi parfois sur des méthodes qui ne ressemblent plus à nos méthodes d'aujourd'hui, ou en tout cas gustativement, qui n'ont pas forcément le goût qu'on attend. En tout cas par rapport à ce que j'ai pu découvrir aux États-Unis. Après, j'ai rencontré Sophie. Et Sophie m'a dit, moi j'adore le chocolat, et pour le coup c'était une chocovore, elle mangeait... moi j'en mange tous les jours, voilà. C'est indispensable pour moi. Indispensable. L'alimentation. Alors je te comprends Sophie, puisque je suis un peu comme toi. Et donc je lui ai dit, écoute, et en fait, donc, quand je suis rentré en France, ça n'existait pas, et le mouvement a émergé il y a environ 5 ans, entre 4 et 5 ans, et donc en bas de chez moi, il y avait une structure qui s'appelle Plaque, tenue aujourd'hui par Nicolas et Sandra, qui sont les fondateurs, et qui ont créé ça en bas de chez nous. Et donc j'ai montré ça à Sophie, le mélangeur qui tourne avec le chocolat qui est en train de se transformer, qui est en train de naître, et on s'est dit waouh, c'est incroyable. Et à ce moment-là on s'est dit un jour on fera quelque chose là-dedans. Donc c'est comme ça que l'histoire on va dire que l'histoire commence dans vos esprits en tout cas, et que ça commence à et puis petit à petit on a voyagé, enfin au fil de nos voyages on se rendait compte que tiens, on va en Italie. En Italie, on va voir un bean to bar. On va en Espagne. En Espagne, on cherche partout après le bean to bar. On va à Osgore, on cherche partout le bean to bar. Et en fait, au fur et à mesure, nos voyages sont devenus des voyages chocolat et plus des voyages forcément en vacances. Et donc moi, j'ai eu l'opportunité de venir ici à Montpellier dans le cadre de mon travail. En arrivant à Montpellier, on s'est dit, il n'y a pas de bean to bar, donc on a commencé à regarder 100 km autour, 200, il n'y en avait pas, ou en tout cas il n'y avait pas quelque chose qui répondait à nos valeurs, et puis on s'est dit, on a commencé à en parler autour de nous, et les gens nous ont dit c'est génial, et puis petit à petit on s'est dit, allez, on va essayer, on va se lancer, puis Sophie a commencé, et puis en fait la passion commune est devenue une passion, enfin on s'est dit, allez, on lâche tous les deux. Vous vous êtes rejoints dans cette passion. Exactement. Et vous êtes lancés dans... Du coup moi j'ai une question. Quel est votre chocolat préféré ? Ça, c'est une grande question. Ça, c'est une grande question. Il faut choisir, du coup. C'est difficile. En fait, alors c'est vrai que moi, j'en ai toujours mangé beaucoup et je mangeais plutôt du chocolat au lait avant et pas du chocolat de très bonne qualité, je dois le dire. Après, depuis que je mange du bean to bar, depuis que j'ai découvert... Depuis que j'ai découvert ça, je dois dire que mon chocolat préféré, c'est au lait. Et c'est bien normal. Voilà. Donc plutôt chocolat noir. Ouais, donc du coup, je suis passée vraiment de chocolat au lait à chocolat noir. Maintenant, chocolat noir. J'avais ce truc que tout le monde dit, le chocolat noir, c'est amer, c'est trop fort, non, j'aime pas trop. Et puis en fait, quand on goûte un chocolat noir comme nous, on peut le travailler, on se rend compte que ça peut être gourmand, ça peut être... agréable en bouche, sucré, fruité, etc. Ok, et toi, Florence, du coup, parce que tu n'étais pas chocolat avant, non, là maintenant, tu vis quand même chocolat tous les jours. Exactement. Ton chocolat préféré ? Mon chocolat préféré, c'était un peu comme Sophie. Chapon m'avait bien marqué, notamment parce qu'il a un côté sur torréfaction, et nous, on aimait bien ça au début, aujourd'hui un peu moins. Noir. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que l'amertume, c'est généralement lié à une surtorréfaction, donc un cacao brûlé. Et donc, en fait, les chocolats, généralement bean to bar, ne sont pas amers. Je t'avoue que oui, on a la satisfaction de se dire aujourd'hui, nos chocolats favoris, c'est les nôtres. C'est les vôtres. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir de se dire ça. Et moi, c'est le Vietnam, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, ils sont très très bons vos chocolats, parce que moi je les ai goûtés. Moi je suis comme toi, Sophie, je suis plutôt team chocolat au lait. Et quand on a fait une dégustation, d'ailleurs, je me suis dit, oula, ils vont me faire déguster du chocolat noir. Moi c'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça. Et en fait, vous m'avez fait goûter du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Donc là j'étais un peu au-dedans de moi-même. Je me suis dit comment je fais pour me sortir de cette situation. J'ai goûté et en fait j'ai aimé. Donc, donc je souligne totalement les qualités gustatives de votre chocolat et vos talents du coup pour arriver à transformer du chocolat, enfin la fève de cacao, et à avoir réussi à me faire aimer le chocolat noir. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange et tout ce que vous portez avec Omé. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient suivre vos actualités, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors majoritairement aujourd'hui sur Instagram, en tapant Omé Cacao Crafters. Et puis aujourd'hui on est en train de travailler sur notre site internet, mais sur Instagram
On met de l'info tous les jours sur le shop, sur nos valeurs, sur nos parcours, sur nos fèves de cacao, sur nos producteurs. Bref, toutes les infos sont sur Insta, du coup. Exactement. Et après, on pourra nous retrouver dans notre atelier boutique, 56 rue Saint-Guilhem, dans le centre-ville de Montpellier. L'ouverture est prévue pour début juin. J'invite tous nos auditeurs à aller visiter cette boutique qui ouvre le début juin au 56 rue Saint-Guilhem à Montpellier, et je mettrai évidemment tous les liens en description, notamment l'Instagram. Merci beaucoup à tous les deux pour ces gourmandises que vous nous avez partagées aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les chocolate lovers, mangez, bougez, l'abus de gourmandise peut être dangereux pour la santé. Chocolat et caramel, la décrypte. 3 points à retenir de cet épisode. La différenciation marquée sur un produit de consommation courante comme le chocolat peut devenir une réelle valeur ajoutée si elle est pensée dès la conception du produit et si elle se retrouve dans tout le process de production et de transformation. L'exemple d'Omé, c'est un process de fabrication disruptif et peu connu, avec des engagements forts comme le bio ou l'éco-sourcing. Porter la philosophie de sa différenciation permet une valorisation forte du produit et offre une expérience client supérieure d'une part, tout en apportant une réelle justification de la tarification d'autre part. Enfin, la différenciation du produit s'apporte aussi par la pédagogie et la transparence auprès du client final. À très bientôt sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. On se quitte en musique.